Nous avons déjà vu dans plusieurs vidéos que le lycée, l'école en général, peut être une période compliquée. Dans l'histoire du jour, vous allez voir qu'on va revenir sur une tragique affaire qui met en scène des adolescents. Enfin, ils étaient en train d'entrer dans l'âge adulte, mais pour moi, ça restait des adolescents. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire qui s'est déroulée aux États-Unis, qui a été pas mal médiatisée, mais je voulais la voir avec mon œil. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour nous faire atteindre 50 000 abonnés. Et sans plus tarder, je vous laisse avec le générique. Memory still there? Memory still there? Notre histoire prend place aux États-Unis, dans l'État du Nevada et plus précisément à West Wendover. Cette affaire revient sur la vie de Michaela Rae Costanzo qui était également surnommée Mickey. Je pense d'ailleurs qu'on disait plus Mickey. Michaela était la plus petite d'une famille de 3 filles. Donc elle avait 3 sœurs et elle vivait avec sa mère et une de ses sœurs. Pour vous parler un petit peu de l'endroit où elle vivait, West Wendover, d'après ce que j'ai lu, était une ville qui était assez prisée. Il y a beaucoup de touristes qui y passaient, notamment sur la route qui relie Reno à Salt Lake City dans l'Utah. Et c'était vraiment un endroit assez agréable où beaucoup de personnes avaient pour habitude de s'arrêter et d'aller explorer aux alentours. Pour vous parler de Michaela un petit peu plus en détail, j'ai vu qu'elle était née en 1994, le 3 mai pour être exact. Elle a étudié à l'école secondaire de West Wendover, elle était membre de son équipe, enfin de l'équipe de baseball de son école, et j'ai vu aussi qu'elle était assez coquette, qu'elle aimait bien participer aux danses d'école, etc. Michaela était une jeune fille qui était très studieuse, mais elle était aussi beaucoup populaire, il y a beaucoup de personnes dans l'école qui l'adoraient. En parallèle, au niveau des passions un petit peu plus personnelles, j'ai vu qu'elle aimait écrire, que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de pensées positives et d'ailleurs sa mère a dit qu'elle était étonnée de voir que depuis très jeune, Michaela voyait surtout le bon côté des choses. Parlons un petit peu de sa famille d'ailleurs, elle avait une relation très étroite, très intimiste avec sa sœur, la sœur qui est donc au milieu de cette sororité, mais aussi avec sa mère. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle partageait absolument tout son quotidien avec sa maman en lui envoyant régulièrement des messages dans la journée. Pour faire simple et vous ramener cette présentation en une phrase, Michaela était une jeune fille brillante, passionnée, qui adorait les autres et qui adorait voir le bon côté chez les personnes, et sa maman était très proche d'elle. Elle se donnait des nouvelles tout le temps. Alors imaginez le jour où Michaela a cessé de répondre. Il faut savoir que lorsqu'elle revenait de l'école, Michaela était toujours accompagnée de sa sœur. Leur école était non loin de la maison, mais la journée du 3 mars 2011, la sœur de Michaela n'était pas en ville, donc elle a dû rentrer toute seule chez elle. Je répète, sa maison était non loin de l'école, donc la probabilité pour qu'elle disparaisse sur ce chemin était très faible. Cependant, la maman de Michaela a remarqué un problème. Elle a commencé à s'inquiéter parce qu'elle ne recevait plus de SMS update de sa fille au cours de la journée, alors que normalement, juste en sortant de l'école, même si la maman était au travail, Michaela lui envoyait un message en lui disant « Coucou maman, je suis bien rentrée ». Elle s'envoyait des messages très régulièrement pour partager juste la journée finalement, elles étaient très proches. La maman était donc inquiète et elle décide d'appeler directement le téléphone de Michaela. Peut-être que tout simplement elle n'avait pas pensé à lui envoyer de message aujourd'hui, même si je trouve ça étrange. Donc la maman appelle et Michaela ne répond pas. Assez inquiète, elle arrête sa journée de travail et elle rentre à la maison pour voir si sa fille était rentrée. Peut-être qu'elle n'avait plus de batterie ou je ne sais pas, mais moi je me dis que si elle était inquiète à ce point, c'est qu'elle sentait quelque chose. Elle arrive à la maison et elle tombe sur sa sœur. Je vous ai dit, elle vivait à 3 pour le coup. Il y avait la maman, une des sœurs et Michaela. Et normalement, quand Michaela était franchement introuvable, la sœur savait où elle était. Mais cette fois-ci, elle ne savait rien. Cela ne présageait rien de bon. La maman décide donc d'appeler certains amis de Michaela, mais aussi des amis de sa sœur. Ils n'ont eu aucune nouvelle supplémentaire, absolument rien, et ça devenait vraiment inquiétant. Le soir commençait à arriver, la nuit commençait à tomber, et nous n'avions toujours pas de nouvelles.
Alors la maman de Michaela a déposé un rapport pour personnes disparues. Avant que l'enquête officielle commence, il y avait beaucoup de personnes qui étaient parties à la recherche de Michaela, les voisins, les amis et les amis de la famille. Tout le monde essayait de chercher, mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Quelque chose qui était assez rassurant également, c'est que la police a pris très rapidement cette affaire au sérieux et ils ont enquêté sur le champ. Au niveau des informations que nous avions, je cite, Michaela a été vue pour la dernière fois vers 17h. Elle quittait la porte arrière de son école. On a pu voir ça sur des caméras de surveillance. Si je les ai retrouvées, je vous laisse regarder. Les détectives ont décidé de fouiner un petit peu plus en détail et ils ont commencé par les dossiers téléphoniques et les rapports d'appels et de messages textes qui avaient été envoyés et reçus par Michaela. Et au moment de sa disparition, on a un numéro qui a apparu plus que les autres. Ce numéro appartenait à un autre étudiant nommé Cody Pattern et le détective a décidé de l'interroger. Cody Pattern a dit, je cite, qu'il avait vu Michaela pour la dernière fois avec son petit ami devant l'école. Les détectives sont donc allés interroger le petit ami de Michaela et il a dit que Michaela semblait aller très bien ce jour-là. Cependant, les policiers en fait, ils avaient déjà des doutes sur la version de Cody. Il y avait pas mal de choses qui ne collaient pas et surtout le comportement de ce garçon était assez étrange. Donc en refouillant un petit peu les rapports téléphoniques et en comparant ce numéro, celui de Cody, avec les fichiers qu'ils avaient, ils se sont rendus compte que les appels et les messages qui avaient été envoyés par Cody sur le téléphone de Michaela s'étaient stoppés net après sa disparition. Comme si Cody savait que ça ne servait plus à rien de lui envoyer des messages. En parallèle de cette enquête officielle, nous avions toujours les bénévoles qui recherchaient absolument partout, notamment dans toute la région et dans les déserts qui bordent cette région. Et 2 jours après la disparition, un passant, en fait, un des chercheurs, a remarqué des traces de pneus assez inhabituelles sur le gravier du désert. On avait une zone assez étrange où on voyait sur le sol de la terre un petit peu retournée avec des amas de gravier. C'était vraiment bizarre. On dirait que quelqu'un venait de venir ici et de trifouiller dans le sol. Plus on se rapproche, plus on se rend compte qu'il y a du sang aussi. La police a été évidemment prévenue et ils ont décidé de déterrer tout ce site afin de retrouver quelque chose sous terre. Et ils tombent sur le corps de Michaela qui est facilement identifiable vu que ça ne fait que 48 heures, qui était en fait mise dans un trou très peu profond. D'après les rapports d'autopsie et d'après ce qu'on a pu constater, Michaela aurait été mortellement battue et poignardée. Sa gorge a également été coupée et autour de son bras, on avait une cravate en plastique. Apparemment, Michaela aurait été traînée ici contre son gré. Avec toutes ces informations, les détectives ont assez rapidement conclu que ce crime était d'ordre personnel. Mais qui aurait bien pu lui vouloir autant de mal ?
Parlons un petit peu de Cody Pattern. Il avait 18 ans au moment des faits et Michaela et lui-même étaient des amis d'enfance. Ça faisait des années qu'ils se connaissaient et qu'ils se fréquentaient. Ils vivaient dans le même complexe d'appartements, mais malheureusement, en grandissant, ils se sont un petit peu perdus de vue, tout en restant amis. Cody, lui, s'est mis à sortir avec une autre fille, une fille qui s'appelle Tony Fratto et qui avait 19 ans au moment des faits. Cody et Tony avaient une relation très sérieuse. Ils envisageaient même de se fiancer et Cody venait d'emménager chez la famille de Tony. Donc on était vraiment sur une relation saine, j'ai envie de dire, ou du moins avec des bases solides. Parce que pour ce qui est relation saine, on y arrive. Pour vous parler un petit peu de Tony, c'était une fille qui n'avait pas vraiment confiance en elle. Elle voyait chez les autres un danger. Donc imaginez comment est-ce qu'elle voyait Michaela. Elle ne l'aimait pas beaucoup en fait. Elle avait peur que Michaela s'immisce dans sa relation avec Cody, mais finalement ce n'est pas quelque chose qui allait arriver. Michaela avait son propre petit ami et elle était amie d'enfance avec Cody depuis des années. Mais Tony, elle, craignait vraiment de perdre Cody parce qu'elle avait peur qu'il se rapproche de Michaela. On est donc sur une jalousie dans cette relation, ça arrive mais il faut faire attention. J'ai pu lire via plusieurs articles que Tony a vraiment toujours été inquiète de la présence de Michaela. Et lui, il s'en amusait beaucoup. En fait, il utilisait souvent le prénom Michaela ou même le fait qu'il allait la voir ou qu'il lui envoyait des messages pour rendre jalouse Tony. Quelque chose qui est absolument horrible, ce n'est pas ok de faire ça, surtout quand ta petite amie, donc Tony, n'a déjà pas vraiment confiance en elle. Je pense qu'il était assez... qu'il avait une petite emprise quand même sur Tony et qu'il aimait bien la manipuler. Même Michaela, en fait, ça la dérangeait parce que c'est pas quelque chose qu'elle voulait. Elle savait que Tony avait déjà du mal avec elle et elle savait aussi que Cody utilisait leur amitié pour la rendre jalouse. Elle en avait parlé à sa sœur, c'était pas quelque chose avec laquelle elle était d'accord. On rappelle qu'au cours de l'interrogatoire initial, Cody avait dit qu'il avait vu Michaela avec son petit ami devant l'école. Les détectives ont fouillé les caméras de surveillance et c'était un mensonge. Ils n'ont pas vu Michaela avec son petit ami, ils ont vu Michaela sortir du vestiaire des filles du collège avec Cody Pattern. Pourquoi aurait-il menti? Est-il lié à ce crime? Cody est devenu une personne d'intérêt parce que son mensonge, malheureusement, il en disait beaucoup. La police l'a donc emmené pour un interrogatoire et les détectives ont raconté tout ce qu'ils savaient à Cody. Il n'a rien dit, il a dit qu'il voulait la permission de son père avant de parler. Donc on a mis Cody et son père dans une petite salle, ils ont discuté quelques minutes et lorsque Cody est ressorti, il a avoué le crime. Je cite, il a dit à la police que Michaela et lui ont conduit dans le désert après l'école. Michaela lui aurait dit de mettre fin à sa relation avec Tony pour sortir avec elle. Cody aurait refusé, Michaela se serait énervée. Ils auraient eu une dispute, seraient sortis du véhicule et la dispute aurait continué dehors. Michaela lui aurait donné des coups de poing dans la poitrine et Cody aurait commencé à avoir peur. Il l'aurait repoussée assez fortement et elle serait tombée, se brisant la tête sur une pierre. Cody a dit qu'elle était allongée sur le sol, qu'elle était inconsciente en train de regarder le ciel, il voyait ses yeux qui étaient en train de tourner et elle aurait fait une crise. Pris de panique, il aurait donc vérifié son pouls et ne l'aurait pas senti. Il serait resté assis là, se demandant qu'est-ce qu'il va faire, il a peur, est-ce qu'il doit appeler la police, est-ce qu'il vient réellement de tuer Michaela? Je rappelle qu'on est quand même sur la version de Cody ici. Il dit qu'ensuite il aurait pris une pelle et qu'il aurait creusé une tombe. Il aurait tapé la tête de Michaela avec cette pelle pour l'assommer et lorsqu'il l'aurait mis dans le trou, il se serait rendu compte qu'elle était toujours consciente et là, il lui aurait coupé la gorge. Il l'aurait ensuite enterrée et aurait brûlé toutes ses affaires. Une fois que Cody Pattern a dit tout ça au détective, vous vous en doutez, il a été arrêté et accusé du meurtre de Michaela. Mais moi, quand j'ai lu tout ça la première fois, là j'ai écrit le script donc je sais ce qui va suivre, mais quand j'ai lu tout ça la première fois, je me suis dit c'est très étrange. Je pense qu'il y a autre chose et qu'on ne sait pas tout. En effet, la famille de Michaela n'arrivait pas à croire que Cody puisse lui faire du mal. Je rappelle qu'ils étaient amis d'enfance, qu'ils se confiaient absolument sur tout, qu'ils parlaient régulièrement l'un avec l'autre. Donc à part le comportement qui n'est pas vraiment sain de Cody envers Tony, il n'y avait rien à signaler envers Michaela. La famille de Cody ne croyait pas vraiment à cette histoire non plus, donc ils ont décidé de prendre un avocat pour le représenter et celui-ci s'est directement posé des questions et pareil a rejoint la théorie qu'il y aurait plus à cette histoire. Donc l'avocat a engagé un détective privé
pour en apprendre plus. L'enquêteur privé a dit que l'histoire de Cody était incompatible avec le rapport d'autopsie, parce que le visage de Michaela, il a été totalement tuméfié, j'ai envie de dire, voire démembré. Et le problème, c'est que ce crime et cet aspect du crime montre énormément de rage envers la victime. Et dans la version de Cody, on n'a pas vraiment de rage, on serait plus sur un accident. En parallèle, nous avions la sœur de Michaela, celle qui était très proche d'elle, qui ne croyait pas non plus à cette histoire. Et elle était en train d'observer Tony. Et bizarrement, quelques temps plus tard, Tony est allé voir l'avocat de Cody au mois d'avril et c'était un moment où les parents de Tony étaient hors de la ville. Donc elle y allait avec le père de Cody. Devant l'avocat, Tony donne une autre version des faits. Elle parle du meurtre de Michaela et elle dit, je vous raconte les détails, le 3 mars 2011, après l'école, j'ai reçu un message de Cody qui me disait « Je l'ai ». Cela signifiait que Cody était avec Michaela et que Tony devait arriver. Les trois se rendent dans le désert et apparemment Michaela et Cody, selon la version de Tony, seraient sortis du véhicule et Tony serait resté à l'intérieur. Tony rejoint un petit peu la version de Cody et dit que Michaela lui aurait mis un coup de poing et qu'en entendant des cris, elle serait allée voir ce qui s'est passé. C'est là que Tony aurait vu Michaela inconsciente sur le sol et Cody en train de creuser. Michaela aurait repris connaissance, donc là on est en train de suivre la version de Cody, et à ce moment-là, le couple l'aurait battue à mort avec la pelle. Il l'aurait ensuite mise dans la tombe et dans la tombe, il lui coupe la gorge. Donc en fait, ça rejoint vraiment la version de Cody, mais on rajoute Tony à l'intérieur. Et là, Tony raconte plus de détails. Elle dit que quand le corps de Michaela était dans le trou, elle a décidé de s'asseoir sur son dos et elle tenait ses jambes. L'avocat de Cody a enregistré toute cette conversation avec la permission de Tony et vu que c'était l'avocat de Cody et non de Tony, il n'avait pas, d'affect relation client-avocat et son but était de défendre Cody. Donc il a évidemment donné la version de Tony aux autorités. La police a également arrêté Tony et elle a été accusée du meurtre de Michaela. À partir de là, on a eu vraiment une sorte de gros fouillis par rapport aux versions parce que les parents de Tony, quand ils sont retournés en ville, ils ont dit que Tony avait été forcé de raconter cette histoire par le père de Cody, vu que c'est le père de Cody qui a ramené Tony chez l'avocat. Mais le père de Cody, lui, disait que c'était totalement faux, qu'il n'avait forcé personne à dire quoi que ce soit. Bref, l'enquête avance et Cody et Tony reçoivent 2 accords de plaidoyer. Au début, Cody a accepté. Sauf qu'au fil des minutes et des heures qui passent, il a de raconter une nouvelle version de ce qui s'est passé. Il a dit que le jour de la mort de Michaela, Tony aurait mal parlé à Michaela et que Tony aurait été en colère contre elle. Apparemment, Tony et Michaela voulaient se battre et c'est ce qu'il se serait passé. Mais Cody n'a pas donné plus de détails. Tout ce qu'il essaye de faire ici, selon moi, est de dire qu'il n'est pas le seul responsable et que peut-être Tony avait un rôle majeur dans ce meurtre. Et surtout, l'avocat lui a demandé de ne plus dire un mot de plus et ils sont partis s'isoler tous les deux pour discuter. En revenant de cette discussion, il refuse le plaidoyer et décide d'aller au tribunal. Est-ce que l'avocat lui a fait comprendre qu'il pourrait plus s'en sortir ? Concernant Tony, elle a accepté l'accord et elle a plaidé coupable du meurtre au 2e degré. Et donc, elle a dû témoigner contre son petit ami, Cody Pattern. Son témoignage différait de la version initiale de Cody, comme vous l'avez compris. Tony disait que Cody n'aimait pas Michaela, qu'il était en colère contre elle, que le jour où elle a été tuée, Tony aurait reçu un message de Cody lui disant « Je l'ai attrapé », comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Seulement, il serait venu chercher Tony avec Michaela dans une voiture de location et Tony aurait vu Michaela totalement apeurée sur le siège arrière. Cody les aurait emmenés dans le désert tout en écrivant à Tony dans la voiture « Nous devons la tuer ». Cody aurait ordonné à Tony de monter la garde, Michaela aurait repris connaissance et Cody aurait demandé à Tony de frapper Michaela. Au début, elle a refusé, selon sa version, et Cody l'aurait quand même frappé avec une pelle. Et Tony aurait pris peur, et elle aurait donc suivi en rajoutant des coups. Finalement, ce serait Cody qui aurait tranché la gorge de Michaela. Avec cette version, on apprend une nouvelle facette de la personnalité de Cody qui expliquerait qu'il serait un petit peu manipulateur, qui voudrait avoir la main sur quelque chose et que ça aurait pu être une personne abusive et contrôlante. Pourquoi est-ce que Tony ne dit ça que maintenant? Je ne sais pas vraiment. Mais je pense qu'elle n'a plus rien à perdre étant donné qu'elle a accepté son chef de culpabilité et que là, elle devait juste témoigner contre Cody. Et si elle voulait vraiment le défendre, arrondir les angles ou je ne sais pas, elle n'aurait pas donné cette version qui pour moi complète la version initiale.
initiale. Je pense sincèrement que Tony était mêlé à tout ça, mais je pense aussi que Cody aurait pu tirer les ficelles. Les parents de Tony ont également affirmé pendant le procès que Cody aurait déjà été abusif envers elle à l'école, rejoignant donc sa version. Le problème, c'est qu'on a eu le journal intime de Tony qui a été rajouté au tribunal comme preuve, notamment par l'avocat de Cody, pour justement appuyer que non, il n'aurait pas tiré les ficelles. Dans ce journal, on se rend compte que Tony écrivait beaucoup par rapport à ses insécurités face à Michaela, mais surtout elle l'insultait beaucoup de fois dans son journal. Elle était très en colère, pleine de rage. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au tout début concernant son visage, le visage de Michaela. Apparemment, il aurait été frappé avec colère. Donc peut-être que lors du procès, Tony essayait de remettre cette colère sur Cody pour que les jurys pensent que Cody était à la tête de ce crime. Moi j'ai envie de dire que quoi qu'il en soit, les deux sont mêlés. Mais surtout, nous avons eu la famille de Michaela qui a terminé par dire que bien que ce soit dans le journal, Tony a également insulté et menacé verbalement Michaela pendant des mois. Bien que vous l'ayez compris, il y a plusieurs versions à ce crime. On a la version 1 de Cody, on a la version 2 de Cody et on a la version de Tony qui a été rajoutée au procès. J'ai envie de vous dire que le fil conducteur de ce crime reste le même. Michaela a été attrapée, emmenée dans le désert et tuée par ce couple. Qui a tiré les ficelles, qui a manigancé ce plan, malheureusement, nous ne pourrons pas le savoir. Parce qu'en effet, il se peut que Tony ait demandé à Cody de mettre en place tout ce plan pour tuer Michaela, étant donné qu'elle se sentait en insécurité face à Michaela et surtout qu'elle montre beaucoup de rage envers elle. Mais d'un autre côté, nous avons aussi Cody qui, au fil de l'histoire, a été décrit comme une personne abusive, manipulatrice, qui voulait le contrôle sur les autres. Donc bien qu'il soit ami d'enfance avec Michaela, s'il voulait lui faire du mal, il l'aurait fait. Pour terminer, Tony a été condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 18 ans, certainement car elle a accepté l'accord de plaidoyer. Cody, quant à lui, a aussi accepté de plaider coupable afin d'éviter la peine de mort. Mais le concernant, il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il y a encore un détail qui choque un petit peu, notamment la sœur de Michaela, c'est que selon elle, elle savait qu'elle ne devait pas être seule avec Cody et Tony et elle n'aurait jamais accepté de les suivre. Peut-être que ça rejoint donc le tout début de l'histoire où je vous disais que Michaela aurait été traînée dans le désert contre son gré, notamment par rapport à la cravate qui a été retrouvée à son poignet. Cependant, et malheureusement, même aujourd'hui, personne ne sait quelle version est la vraie. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà tout le monde pour l'histoire de Michaela Constanzo. Je sais qu'elle a été énormément médiatisée au moment où elle est sortie, mais je ne l'avais jamais vue jusqu'à il y a quelques jours et j'avais très envie de vous apporter mon œil dessus. Si vous avez déjà vu cette histoire et que vous avez des théories, je serais curieux de les lire dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de liker, commenter et partager pour nous aider à développer la chaîne. En ce qui me concerne, je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique et je vous souhaite un très bon début de semaine.